Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pionniers de la ville durable, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Brenne-Bonner. Bonjour. Bonjour madame. Directeur de l'Institut Carnot Climadapt. Alors c'est un institut porté par le CEREMA qui accompagne ses partenaires pour satisfaire les besoins des territoires et assurer leur transition vers une économie sobre en ressources, décarbonée, respectueuse de l'environnement, en lien avec les nouveaux modes de vie engendrés par la transition numérique et l'adaptation au changement climatique. Alors un sujet très en vogue dont on parle énormément aujourd'hui, que ce soit le gouvernement, les professionnels, tout le monde en parle. Il y a vraiment un enjeu, des choses à faire. Il y a urgence, j'ai envie de dire. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous sommes au cœur de l'actualité, laquelle est durable. Oui. Alors, pouvez-vous déjà nous présenter en quelques mots Climadapt ? D'accord. Le CEREMA, déjà pour commencer, c'est un établissement public sous tutelle du ministère en charge de la transition écologique, qui regroupe 2500 personnes et qui travaille dans 6 grands domaines qui sont le bâtiment, les infrastructures, les mobilités, l'environnement et les risques, mer et littoral. Ces 5 premiers domaines, ils viennent alimenter un 6e qui est l'ingénierie des territoires. Et donc, il y a une activité de recherche au CEREMA, c'est les chercheurs qui produisent de la connaissance, qui viennent alimenter les experts qui travaillent dans les 6 domaines que j'ai mentionnés. Et cette activité de recherche a valu au CEREMA d'être labellisé Institut Carnot. Et le CEREMA, qui se positionne très fortement sur la problématique du changement climatique, a décidé d'appeler son Institut Carnot Climadapt pour bien le manifester. D'accord. Alors, pour bien comprendre encore plus en détail, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, en fait, d'actions menées, du coup ? Oui, alors peut-être pour les auditeurs, dire un tout petit mot de ce que c'est qu'un Institut Carnot. Il y a 39 Instituts Carnot qui existent. C'est un dispositif qui a été créé il y a 15 ans pour établir ou pour renforcer la passerelle qui existe entre la recherche publique et la recherche privée, en partant du constat que la recherche publique est excellente en France, mais qu'elle pourrait bénéficier encore plus à l'économie du pays. Bien sûr. Et donc, c'est ce système vertueux qui a été créé afin d'encourager ceci. C'est 2 mondes à se rejoindre, en final. Voilà, c'est faire en sorte que ce qu'on développe quelque part puisse servir également l'économie du pays, et en particulier les entreprises et les collectivités. Donc, je peux vous donner, oui, bien sûr, quelques exemples. Par exemple, on travaille avec les salins du Midi, qui, comme vous le savez, produisent du sel dans les marais salants. La mer monte, et donc ça pose des problèmes de pérennité de l'activité. Donc on a un mécénat de recherche avec eux pour travailler là-dessus. On travaille par exemple aussi avec une société qui s'appelle l'Ouast, qui utilise beaucoup la chaux, le lait de chaux, et donc on a vérifié avec elle que la solution qu'elle propose pour modifier l'albédo des routes, et donc faire en sorte que les routes s'échauffent un peu moins, n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. D'accord, donc c'est assez varié au final. C'est très varié, parce que je vous ai variées. cité les domaines d'activité, ils sont extrêmement variés. On a également travaillé avec NJ Green autour des éoliennes et de l'émergence du bruit d'un parc éolien. On en parle beaucoup, des éoliennes. Bien sûr, au-dessus du bruit de fond, pour apporter des billes scientifiques à un débat qui est souvent un peu tendu. C'est vrai. Très tendu même parfois. Alors justement, quel est le rôle du CEREMA dans ces actions concrètement, et pouvez-vous aussi nous parler brièvement du rôle des autres entités partenaires, notamment Météo France, l'ADEME, dont on parle beaucoup aussi? Le rôle du CEREMA dans cette activité particulière, qui est celle de la recherche partenariale avec le monde socio-économique, il est variable. Ça peut être d'aider une entreprise à déverrouiller un verrou technologique, ça peut être bâtir un prototype, ça peut être comprendre des phénomènes. Donc c'est très variable, c'est tout
toutes les actions de recherche qui visent à produire de la connaissance et faire qu'on comprenne mieux un certain nombre de choses ou qu'on teste des idées un peu nouvelles d'un point de vue scientifique. Et oui, bien sûr, on a de nombreux pairs. Vous en avez mentionné deux, la Météo France ou l'ADEME, et le CEREMA a de nombreuses conventions avec de tels acteurs, soit nationaux, soit internationaux, et on a beaucoup de travaux en commun. Et alors, quels arguments principaux donneriez-vous pour inciter les entreprises à devenir partenaires de Climadapt ? Toutes les entreprises sont directement concernées par le réchauffement climatique. Tout le monde au final, même tous les citoyens sont concernés. Elles sont face à des défis très importants qui peuvent être soit de réduire leurs émissions, c'est-à-dire travailler sur la problématique d'atténuation, soit faire en sorte que les produits qu'elles développent et qui sont intégrés ensuite dans des systèmes contribuent à réduire aussi les émissions des bâtiments ou des ouvrages dans lesquels ils sont appliqués. Et puis par ailleurs, j'ai mentionné tout à l'heure un exemple, faire en sorte que la pérennité de l'activité puisse être assurée malgré le réchauffement climatique et malgré ses conséquences qui peuvent être critiques pour certaines entreprises en fonction de leurs implantations. Et donc elles se tournent vers nous pour les aider à travailler sur l'ensemble de ces volets-là et préparer leur avenir en anticipant ce que seront à la fois les conséquences et puis les évolutions réglementaires et notamment les lois de transition. Et justement, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous observez un changement de mentalité généralisé autour des questions de la sobriété énergétique ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi, notamment à la protection de l'environnement ? Oui, je pense que indépendamment, je dirais, du contexte actuel de l'été qu'on vient de vivre ou de la problématique énergétique liée à la guerre en Ukraine, avant cela, depuis des années, on sent monter quand même de façon majeure une prise de conscience sur ces sujets. Bien entendu, beaucoup chez les jeunes, on en a beaucoup parlé. Plus chez les jeunes, vous trouvez ? Non, maintenant partout, je pense. Oui. Mais on en a beaucoup parlé concernant les jeunes, notamment à l'occasion de remise de diplômes. Mais non, globalement, tout le monde est très conscient des enjeux. Maintenant, c'est difficile de pas les voir. C'est difficile de pas les voir, absolument. Alors après, c'est pas toujours très facile de complètement transformer sa manière de vivre, mais c'est bien ça l'enjeu. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez justement pour accélérer cette prise de conscience, pour éveiller encore plus les consciences ? Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites et que vous connaissez sans doute et qui sont certainement un premier pas vers ça. C'est par exemple faire une fresque du climat. Je pense que vous connaissez. Il y a des ateliers de l'adaptation. Jean Jouzel, qui d'ailleurs est le président de notre comité d'orientation stratégique, à la demande de la ministre de la Recherche, a rédigé un rapport collectivement, mais il présidait le groupe de travail sur comment prendre en compte ces problématiques dans les cursus universitaires, enfin les cursus d'études supérieures. Donc voilà, la vaccination sur ces sujets, le transfert de connaissances, la prise de conscience est vraiment en marche partout. Donc voilà, c'est quelques exemples, mais je considère que ça évolue bien. Alors ce qu'il faut, c'est effectivement, il y a quand même beaucoup de désinformation autour de ça, bien entendu. C'est un peu par exemple. Il y a beaucoup de fake news, il y a encore quelques climato-sceptiques. Voilà. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais voilà. C'est dur de le rester, en tout cas. Il faut leur petite musique néanmoins, voilà. Donc il faut aussi, et ça fait partie de l'esprit critique qu'il faut développer partout, en commençant par chez les plus jeunes, être en capacité de veiller à pas se faire trop, pas écouter trop ce genre de message. Alors, on parle beaucoup de la construction en France notamment, puisque je crois que ça représente 40% des gaz à effet de serre en moyenne. Que pensez-vous justement de l'évolution du secteur de la construction en France ? En fait, c'est 40% plutôt de l'énergie pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt un peu inférieur, mais
C'est une évolution qui est assez spectaculaire, hein. Je pense notamment à la RE 2020, donc la nouvelle réglementation environnementale en vigueur 2020, depuis le 1er janvier. Qui est en vigueur. Je pense que là, si on regarde un peu nos pairs européens ou internationaux, la France a quand même fait un pas assez considérable, notamment en incluant la problématique carbone. Alors évidemment avec une évolution qui va se faire avec il y a un calendrier, des seuils qui vont évoluer dans le temps, mais voilà, il y a une prise de conscience très forte concernant le neuf, et puis il y a quand même aussi des avancées fortes sur l'existant. Je pense notamment aux bâtiments de bureaux, enfin aux bâtiments tertiaires. Le tertiaire, oui. Donc ça bouge bien. Donc nous on le voit bien aussi dans nos activités de recherche. On a une grosse activité autour des matériaux biosourcés, de comment est-ce qu'on peut injecter dans les matériaux de construction une fraction de biosourcés et quelles conséquences ça a sur les caractéristiques, sur la manière de construire. Donc oui, c'est un mouvement qui avance avec bien sûr le rythme de la construction, la nécessité de former les acteurs, la nécessité de donner confiance aussi, hein. S'agissant de la rénovation énergétique, il y a eu quelques abus, donc maintenant les gens ont besoin que leur confiance soit rétablie, mais ça va clairement dans le bon sens et c'est très important parce que c'est un secteur, comme vous le disiez, qui est un des secteurs majeurs en termes de consommation et d'impact. Donc la construction, le secteur du bâtiment, c'est vraiment assez classiquement, mais à la fois une partie du problème, une partie de la solution. D'abord parce que, comme je disais, on fait évoluer les produits, les matériaux, mais aussi parce que le bâtiment lui-même, il peut être le siège de transformation de l'énergie solaire en énergie électrique, il peut être le siège de stockage, donc il fait aussi partie de la solution à ce titre-là. On a un peu évoqué l'État tout à l'heure en parlant de la RE 2020, la loi climat et résilience. Est-ce que l'État joue le jeu de manière plus générale? Est-ce que le soutien de l'État en ce sens est suffisant? Oui, je pense à la fois au plan réglementaire, donc c'est-à-dire faire évoluer la réglementation périodiquement, donc pour se placer sur une trajectoire vertueuse, et puis en matière d'accompagnement des travaux de rénovation énergétique, avec le souhait de clarifier un peu et de simplifier un petit peu la lisibilité des divers systèmes d'aide. Oui, je pense. Oui. Et alors, quels sont les leviers de développement pour Climadapt à l'avenir? Comment vous voyez le futur de l'Institut et quelles sont vos ambitions? Climadapt, donc vous l'avez compris, le Climadapt, c'est le CEREMA vu sous un angle particulier qui est celui de la recherche partenariale. Le CEREMA est implanté partout en France, à peu près 25 établissements, en France et Outre-mer. Et donc ça lui donne la capacité d'être au plus près des collectivités et des gens pour qui les sujets d'adaptation sont majeurs et finalement très différents d'un lieu à l'autre. Autant l'atténuation, c'est une problématique globale, l'idée c'est de moins émettre, autant les manifestations du changement climatique et donc la nécessité de s'adapter à ceci sont très différents d'un lieu à l'autre selon qu'on est au bord de la mer, selon qu'on est en montagne. Et du coup, cette grande proximité avec l'ensemble du territoire, cette capacité à comprendre les problématiques locales, c'est une véritable force. Et par ailleurs, tous ces acteurs, élus locaux, collectivités, sont très désireux que l'économie, néanmoins, sur leur territoire, se maintienne. Ils veulent travailler sur l'attractivité de leur territoire, veulent réindustrialiser de façon aussi décarbonée que possible. Et donc le CEREMA, qui est en contact permanent avec ces deux mondes, collectivités et entreprises, il est vraiment en situation de jouer le rôle d'interface et de faciliter le dialogue, disons, entre des collectivités qui ont le désir d'innover, de travailler sur leurs problématiques, et des entreprises qui développent des solutions et qui sont désireuses de les tester localement. Merci infiniment Thierry Braine-Bonner. Je vous remercie beaucoup. Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.